Eh bien, je me présente, je suis Jérémy Frison. Surprise! Non, ça c'est pas vraiment une surprise normalement. Je vais vous expliquer, évidemment pas toute ma vie non plus là, pas ma vie, mon œuvre, même si tout a nourri, la personne que je suis aujourd'hui, ou l'être qui vit à travers la personne que je suis aujourd'hui, peu importe le terme. Je vous racontais aussi comment je suis arrivé à l'hypnose, pourquoi je suis arrivé à l'hypnose, pourquoi je suis resté. Parce qu'il y a des fois des techniques auxquelles on se forme et qu'on n'utilise pas. Heu, alors Jérémy, hein. Moi j'ai 40 ans aujourd'hui et j'ai eu plein de vies dans cette vie. Dans cette vie-là, j'ai eu plusieurs vies. Journaliste pendant une dizaine d'années, j'ai été, artiste aussi un petit peu. J'avais des compagnies de théâtre, j'étais danseur pendant un petit temps, voilà, j'ai toujours, aimé, picorer, piocher des expériences à droite à gauche, et puis quand ça me convenait pas, bah, je en escadrille. Et puis, toujours en tout cas indépendant. J'ai eu une maison d'édition aussi, pendant presque 10 ans aussi en parallèle de mon métier de journaliste. J'étais indépendant, seul et indépendant. Peut-être trop seul d'ailleurs. C'est ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, d'aller plus au contact de l'autre, des autres. Je me souviens plus de l'année, donc ça veut dire que c'était déjà loin. Mais le métier de journaliste ne répondait plus à mes besoins profonds d'être. Euh, je crois que j'ai fait une sorte de burn-out. Enfin, rien n'avait de sens. Aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de journalistes qui sont dont le métier, c'est de remplir Internet, hein, de remplir d'informations pas forcément très intéressantes. Donc, quand j'ai fait un article sur Ricky Martin, un article sur la nouvelle maison de Ricky Martin, un article sur le nouveau mec de Ricky Martin, à un moment donné, j'ai fait, oula, c'est quoi cette vie que t'es en train de vivre, là? En plus, c'était, bref, vraiment pas très rémunérateur. Et je me suis dit, bon, alors, faisons le point. Et je pense que c'était ce qu'on appelle un burn-out, mais qui n'était pas violent. Euh, mais ça a été une année de chômage aussi, un plan social, du chômage, etc. Bref. La bonne occasion pour se dire alors qui tu es et qu'est-ce que tu veux faire des 70 prochaines années, en fait. Qui tu es. Et forcément, quand on se pose la question de qui on est, eh ben, on est déjà dans le développement personnel. Quand on cherche du sens, on est déjà dans la spiritualité. Euh, je suis vraiment tombé dans Internet, hein, les de entièrement. Je me suis un peu perdu. On découvre des choses bizarres, hein, quand on navigue comme ça. On découvre des gens qui font des séances, parlent à des entités, et qui font ce que dans d'autres contextes, on pourrait appeler des exorcismes, hein, clairement. Hein. Des gens, même en hypnose spirituelle, qui utilisent ce terme. Donc, ça me donnait pas très envie. Moi, je n'ai aucune culture spirituelle, familiale, on va dire. Pas de religion dans aucun, ni branche paternelle, ni branche maternelle. Pas d'ouverture non plus spirituelle, a priori, bien sûr, même s'il y a toujours des choses qui sont un peu cachées et pas dites. Je découvre en français des séances. Il y a beaucoup de Français qui mettent des séances d'hypnose spirituelle qu'ils appellent régressives, qu'ils appellent l'hypnose ésotérique, qu'ils appellent terme. En tout cas, il y a beaucoup de séances. Comme je suis aussi bilingue espagnol, je découvre beaucoup de séances en espagnol et là, ouf, c'est un peu plus léger. Je le dis parce que je me suis aussi formé, je me formerai plus tard avec Aurelio Meria, qui est un Colombien, qui a plus un rapport. Bah, tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, t'as l'air vachement détendu quand tu gères une énergie, une entité plutôt négative. Bah oui, en fait, j'ai appris avec lui, qu'il valait mieux créer un dialogue, essayer de comprendre les tenants, les aboutissants. Et si je rentrais dans la peur, eh ben, je rentrais dans le triangle dramatique de tuer mon bourreau ou tuer le bourreau de ma cliente, donc je rentre dans le rôle du sauveur. Non, c'est pour ça que je reste calme, en fait, parce que j'ai pas envie de me fatiguer dans ce triangle. Je me suis d'abord formé à la méthode de Dolores Cannon,
euh, qu'elle appelle en français méthode d'hypnose thérapeutique quantique, en gros. Sauf que c'était la période où... drôle. C'est la période où Dolores Canut était morte. C'est un message. C'est la période où elle était morte. Donc, j'ai pu faire une formation en e-learning. Déjà morte. Et il n'y avait pas de formation en présentiel. Donc, en e-learning, pas la possibilité de suivre, de poser des questions, de mener des séances, ni d'en recevoir. Donc, j'avais toujours pas reçu de séance. Je décide un jour d'aller dans la rue. Et à l'époque, j'habite à Paris. Et je vais dans la rue et à Beaubourg, il y a des gens qui font de la street hypnose. Donc, des démonstrations d'hypnose de rue. Donc, ils testent en fait leur capacité à créer des inductions. Induction, c'est induire. Vous êtes en état d'hypnose, vous vous détendez, vous n'écoutez que ma voix, etc. Vous induisez. On va penser comment va réagir l'autre. En fait, vous parlez à son subconscient et vous mettez dans cet état d'hypnose. Et une hypnose qu'on appelle aussi de la quick hypnose, de l'hypnose rapide. Donc, c'est aussi en 2 phrases, éventuellement, ou en un geste, mettre la personne en état d'hypnose, qui est pas vraiment, voire même pas du tout ce qu'on va faire, nous, en hypnose spirituelle. Bref, donc je vais à Beaubourg pour essayer de vivre ma première séance d'hypnose. Et avant ma formation, pardon. Et donc, je n'étais pas encore formé, j'avais jamais vécu de séance. Et donc il y a quelqu'un qui nous fait faire, vous savez, ce test-là avec les 2 doigts qui se rapprochent. Il dit vos doigts se rapprochent, il y a une vis et les doigts se rapprochent. En fait, il induit, je vais pas vous le faire, parce qu'en fait, je préfère vous expliquer comment ça fonctionne, c'est qu'il explique à votre subconscient en disant vos doigts se rapprochent, se rapprochent, se rapprochent. Bah oui, vos doigts, mathématiquement, biologiquement, les muscles font que vous ne pouvez pas rester comme ça très longtemps, en fait. Sauf si vous forcez, 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 si vous induisez, je dois rester comme ça, je dois rester comme ça. Si j'induis l'inverse, vous vous rapprochez, ça se rapproche, ça se rapproche, et maintenant, ils sont collés, hein. Et puisque le praticien a dit en face quelque chose qui est vrai, en fait, qui est inévitable. Vos pieds sont lourds, lourds, lourds. Bah oui, la gravité fait que quand vous êtes debout, vos pieds sont lourds. Si vous focalisez votre conscience sur vos pieds sont forcément lourds. Et à ce moment-là, comme le praticien dit quelque chose de vrai, votre subconscient, il dit, bah lui, il dit des choses vraies. Donc, je lui fais confiance. Donc, je le suis. Et le système de survie le danger a été géré, le danger a été évacué de cette relation de confiance qui est là. Hein, en quelques mots, en quelques phrases, il y a une relation de confiance qui est créée, que nous, on va peut-être créer sur un peu plus de temps. On va essayer d'aller plus loin dans la thérapie. En tout cas, tac, il nous dit ça, et moi, je fais, bon, bah, moi, je suis déjà en observateur, là, et moi, ça marche, oui, mais ça ne colle pas, quoi. Et en même temps, il y avait une fille à côté de moi qui on faisait tous les deux le même test. On appelle un test d'induction. Il n'a pas grand intérêt dans le cadre de l'hypnose spirituelle, hein, donc je l'évacue, si vous me permettez. Et elle, pareil, ça marche pas. Et elle lui dit, regarde comme ça un peu, bon, ok, il a pas l'air hyper fort, il est pas très convaincant. Et puis comme ça, elle lui dit, vous connaissez Dolores Cannon? Sorti de nulle part, en plein Paris, en plein Beaubourg. On est 2. Il y avait vraiment que nous 2 et le praticien qui faisait ça tout seul. Et là, alors, je me tiens par ma chaise, je suis pas assis, mais je me dis waouh, le, le, le signe est quand même assez impressionnant. À cette époque, je crois qu'en France, il y a peut-être 10 thérapeutes ou praticiens de Dolores Cannon, euh, dans le monde un peu plus évidemment, mais il n'y avait pas la formation encore en français qui existait. Donc forcément, il y avait moins de monde qui s'était formé. Bref, donc je lui dis que moi, oui, je connais et j'ai prévu de m'y former. Et ça a été ma thérapeute. Et je vous raconte ça parce que, évidemment, le symbole est fort. Peut-être c'est aussi des signes qui vous ont amené des synchronicités qui vous ont amené à écouter cette formation et à suivre cette formation. Et je vais suivre ma première séance avec elle. Et je vous l'explique cette séance parce qu'elle est pleine d'apprentissage.
elle n'était pas expérimentée et elle avait eu juste un protocole écrit sur une feuille, hein, au bout de la formation avec, Dolores Cannon, on a un PDF de 3 pages dont 1 et 1/2 est utilisable. Heu et malheureusement, voilà, ça ne fait pas à la pratique, ça ne fait pas tout. Et on se retrouve, dans une scène, alors ce qui apparaît comme être une vie antérieure, mais qui peut être aussi, symbolique. Alors je ne me souviens plus du motif de la consultation, de pourquoi on est arrivé dans cette scène-là. Je pense qu'elle m'a laissé un peu dériver et je me retrouve dans une scène et je comprends que c'est moi, en fait, une projection de moi-même, on peut dire une vie antérieure, on peut dire, on va dire ça, bourreau, mais un vrai bourreau. Pas le bourreau du triangle dramatique, mais un vrai bourreau, avec une cagoule, sur une sorte d'échafaudage et j'ai une hache à la main. Alors déjà, OK, pas très à l'aise déjà de décrire ma scène, hein, c'est pas la scène la plus rigolote du monde, mais elle est encore moins à l'aise que je lui explique ça. Je pense qu'elle aurait voulu, soit une princesse, que je sois voilà. Mais en effet, quand on va régler des problèmes, quand on tire le fil d'Ariane pour aller régler des problèmes et des blocages et cetera, on tombe souvent sur des choses dramatiques. Évidemment, c'est notre métier d'aller travailler avec ces parts d'ombre-là, avec ces périodes de l'histoire-là, avec certaines croyances qui sont très sombres. Et elle me demande, elle prend une grande respiration, elle me demande de décrire plus encore la scène. Et là, je lui dis: «Bah, il y a un enfant sur une table et je suis en train de l'achever. Je suis un bourreau d'enfant». Et comme elle est très, très mal à l'aise, je l'ai compris a posteriori, elle me dit, «Ce n'est plus toi, il est temps de lui pardonner, envoie-lui de l'amour». En fait, avec le recul, elle essaye de se débarrasser de ce qui se présente à nous. Nous ne mettons aucune conscience dans cette scène. Nous n'avons pas interagi. On essaie de comprendre que cet homme avait éventuellement à dire. Elle était tellement mal à l'aise, la scène était tellement dramatique, hein, le bourreau d'enfants, hein, le charcute, des gosses, parti quand même dans la catégorie de la morale, des pires, expériences. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ben je veux lui faire plaisir moi. Moi aussi je veux me débarrasser de cette scène, en fait. Moi non plus je veux pas être cette personne, en fait. Donc je lui dis quoi? «Je te pardonne, tu n'es pas moi, au revoir». À ce moment-là, je fais quoi? Je fais un pardon mental, en fait. Je fais pas du tout un pardon qui vient du cœur. Je fais pas un pardon qui vient de l'empathie. Je fais pas un pardon qui vient le pardon n'est pas forcément une excuse ou une absolution, mais je comprends pas, en fait, pourquoi j'ai cette scène-là qui m'est venue. Et en plus, on considère que c'est une vie antérieure, ça veut dire que j'ai fait ça dans une autre vie. Donc la solution, c'est quoi? C'est juste culpabiliser, en fait. Enfin, la conséquence, pardon, c'est juste culpabiliser. Et la solution, oui, c'est le pardon, mais pour pardonner, il faut un peu se mettre à la place de l'autre, il faut comprendre, il faut peut-être un peu plus. Je fais un saut dans le temps à 2 ans plus tard dans ma vie, terrestre. Je refais une séance, d'un praticien, mais je me fais accompagner par une collègue et je lui dis: «Écoute, ça resté, j'étais pas retourné depuis, ces 2 années-là, sur cette scène-là. Ça m'avait pas a priori consciemment, marqué, mais j'y reviens quand même quoi, ce jour-là». Et en fait, on retourne dans cette scène et là, il va nous expliquer. Là, on va créer du dialogue. Là, on va être en lien avec lui. Là, on va lui laisser la parole et mettre cette scène en mouvement. Et en fait, il va nous expliquer quoi ce mec? Il ampute des enfants. Il les empêche de mourir en les amputant. Donc en fait, d'avoir essayé de se débarrasser de la scène, c'est de la chose à ne pas faire. Elle est rentrée dans la peur, je suis rentré dans la culpabilité. On a envoyé un pardon qui était uniquement mental,
n'en a mis aucune conscience à ce moment-là. Alors que 2 ans plus tard, je comprends qu'en fait, cet homme, il sauve des enfants. Et que on peut avoir peur de faire du mal à des enfants, mais que notre conscience du mal est aussi notre capacité à faire du bien. C'est ça le message ce jour-là qu'il m'a apporté. Il m'a dit: «Oui, bien sûr, j'ai peur quand je tranche, j'ai peur de les blesser, j'ai peur de leur faire du mal, j'ai peur de les tuer, mais je fais aussi ça pour les aider et puisque j'ai cette conscience du mal et de ma capacité à potentiellement faire le mal, j'ai donc cette capacité à faire le bien». Il y a une différence entre la scène telle qu'elle est et ce qu'on en fait et la conscience qu'on met 2 ans plus tard, la prise de conscience, qu'on lui laisse la parole, qu'on va plus loin dans la scène, qu'on comprend les tenants, les aboutissants. Donc, je pensais utile de vous partager cette première expérience en tant que client. Je reviens maintenant à mon aspect présentation. Donc, j'ai complété avec la formation donc, du Colombien Aurelio Merilla. Si vous parlez espagnol, il y a 4000 vidéos en espagnol sur sa page YouTube. Lui, c'est alors welcome les entités, welcome les extraterrestres, welcome, welcome, welcome. Tout le monde est bienvenu. Si vous êtes là, c'est que vous avez quelque chose à dire. Si vous êtes entouré, si vous êtes, on dit parfois parasité, mot très chargé négativement, c'est un, qu'ils ont des choses à dire, et deux, il y a des choses à comprendre sur leur présence dans votre champ énergétique, c'est-à-dire sur votre corps inconscient. Pourquoi inconsciemment vous les acceptez? Car oui, des présences dans notre champ énergétique que l'on a, ce sont des présences que l'on accepte inconsciemment, certes, mais que l'on accepte. On a dans présence, entité, etc. Voilà, et puis à partir de là, j'ai commencé à mener des séances, beaucoup à mener, à en accompagner, en faciliter, on dit aussi faciliter les séances. Et j'ai fait que ça pendant longtemps. Et en fait, mettre les personnes en état d'onde cérébrale θ, d'hypnose qu'on peut appeler une hypnose somnambulique aussi, pour rentrer peut-être ces termes, heu, d'état de conscience modifié, et bien, en fait, on les met dans un état médiumnique. En tout cas, c'est un état qui se rapproche des états que connaissent les médiums ou les gens qui sont dans des transes chamaniques ou non. Tout ça, c'est le même état. Méditation aussi, méditation, profonde, hein, pas la méditation, mentale, mais la vraie méditation, de détente, d'introspection. Donc j'ai mené tout de suite assez vite beaucoup de séances et ma médiumnité s'est développée en même temps que je mettais les gens en état médiumnique. Voilà, j'avais parfois le message avant que la personne le dise ou la scène avant que la personne le dise. À partir de là, ça a été, ouverte à toutes les fenêtres et la découverte de mes mondes intérieurs aussi à moi-même. Plus je découvrais ceux des personnes, plus je découvrais les miens. Vous aurez toujours des messages pour vous. Ça peut aussi être déstabilisant, hein. Vous aurez des messages pour vous, que vous les sollicitiez ou pas, hein. Un jour, quelqu'un qui est allongé et qui me dit, «Ah là, c'est pour vous». Bah, c'est quelqu'un qui se présente, c'est pour vous. Et expliquez-moi. Ah, elle est comme ça, elle se présente comme une femme, donc je demande la description plus, plus, plus. Et je lui donne la parole. S'il aime, parce que c'est un client ce jour-là, il est d'accord, donc il donne la parole et je lui donne la parole, on verra bien sûr comment on fait. Et bonjour. C'est normal, je parle très bas, donc vous avez peut-être du mal à entendre, mais c'est parce que je chuchotais.
parce que cette présence commençait à chuchoter. Euh, Bonjour, qui êtes-vous? Et là, elle me dit, c'est pour toi. Et vous avez envie de me dire quelque chose? Et elle me dit, fais attention à ta prostate. Et donc, je suis en séance avec, on va dire une Micheline, mais c'est un Michel. Euh, Quelqu'un se présente pour moi, donc elle expliquera plus tard quelle est une conscience qu'on peut appeler un guide, et elle me parle de ma prostate. Ok, merci pour le petit conseil. Alors à ce moment-là, j'ai 35 ans, donc j'ai a priori pas l'âge de me soucier de ça. Sauf si dans la famille, il y a des prédispositions, et à ma connaissance, à ce moment-là, il n'y en a pas. Je découvrirai à partir de ce petit message-là qu'en effet, dans ma famille, il y a des prédispositions. J'apprendrai après cette séance que mon grand-père est mort faire de la prostate, que je ne savais pas, et que mon père, qui est mort aussi, maintenant il a plus de 15 ans, moi je pensais que c'était un cancer généralisé, on disait, mais j'avais jamais demandé par quoi ça avait commencé en fait. On n'avait pas de contact à ce moment-là, en tout cas avec mon père. J'avais jamais demandé par quoi avait commencé cellule cancéreuse. Et ben c'était la prostate. Donc on peut dire qu'il y a une prédisposition transgénérationnelle du côté paternel. Ok, donc les messages peuvent être très déstabilisants, ils peuvent être inattendus, ils peuvent être intimes, mais on accueille et voilà. Donc oui, parfois il y a des messages pour le praticien, parfois des messages pour le collectif, pour les êtres humains, pour la Terre. Donc c'est aussi s'attendre à la perpétuelle surprise. Rendez-vous à tout. Voilà. Ensuite, on a développé, en effet, moi aussi, j'ai identifié des manques, donc je me suis largement documenté sur tout ce qui était transgénérationnel, en lien avec cette histoire. Ce qui fait qu'après, c'est devenu vraiment une de mes spécialités, parce que j'aime bien considérer les êtres comme des millefeuilles ou comme des oignons. Et la couche la plus épaisse de l'oignon, en fait, c'est le transgénérationnel. Même si le karmique, en régression, on va souvent parler de karmique, de vie antérieure, mais même si le karmique a une influence, il a une influence parce que le transgénérationnel est en miroir de ces mémoires-là. Je vous dis ça autrement. Ces mémoires karmiques ont une influence parce que quelque chose dans le transgénérationnel et ou dans l'enfance fait que ces mémoires karmiques sont très importantes, bloquantes ou créent des maladies, etc. C'est un peu le citron sur la plaie, pour moi, le karmique. Il y a des blessures familiales, personnelles, intimes, psycho-émotionnelles, on pourrait les appeler. Et le karmique, ce n'est que ma croyance, mais c'est la croyance issue de mon expérience, que le karmique vient vraiment mettre du citron et du sel sur la plaie. Évidemment, ça va l'aggraver, ça va l'amplifier, mais il faut avoir une approche globale, holistique, aussi de comprendre quand on ira chercher les causes, on pourra aller chercher une cause karmique, une cause transgénérationnelle, une cause psycho-émotionnelle, c'est-à-dire des croyances, des émotions, ce genre de... On va ouvrir les questions. Est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait être aussi inversé, c'est-à-dire que par rapport à l'âme qui s'incarne, avec ses mémoires autres, et qui a besoin ou envie d'expérimenter ou besoin de pacifier certaines choses, elle va choisir aussi une lignée donc correspondante à ce traumatisme ou à cette expérience pour voilà, que ce soit l'inverse en fait. Et ce qui ne...
En fait, pour moi, ça peut être dans les 2 sens ou en même temps. Alors, oui, oui, on choisit, alors a priori on choisit, hein, je mets toujours des guillemets ou de la subtilité, mais il me semble que oui, on choisit. Je pense pas qu'on choisisse, comme on le dit parfois, c'est-à-dire: «Bon, bah, allez, je choisis cette famille-là» et cetera. Je pense que ça répond quand même à des nécessités, qui nous dépassent en tant qu'ego, en tant qu'âme, hein. On est vraiment, plus collectif qu'individuel. Je pense même qu'en tant qu'âme, on est plus, hem, je parle même pas juste de famille d'âme, je parle vraiment de la en fait, le subconscient, c'est vraiment le lien entre tout, c'est le champ quantique, en fait. C'est vraiment tout est lié, en fait. J'essaie d'avoir une réponse simple, pour répondre à on choisit, mais c'est pas Jérémie qui choisit de: «Tiens, je vais retourner dans cette famille». Je réponds aussi à des nécessités de cette famille et mon âme se dit: «Bon, bah, OK, j'ai envie, c'est possible et je peux y aller», ça s'attire, en fait. C'est ça. Mais je parlais d'une, je parlais pas je parlais pas des vies antérieures, je parlais de l'influence d'une vie antérieure sur cette vie-ci. C'est-à-dire que oui, on a des vies, il faut régler, je pense pas qu'on vient enfin, c'est ma vision du karma aujourd'hui, je pense pas qu'on vienne régler des choses qu'on a vécues dans les autres vies. Je pense qu'on vient jouer une autre partition, qu'on vient jouer une autre expérience. Je pense qu'il y a une vision, catholique de, œil pour œil, dent pour dent, tu vois? De: «Tu as fait le mal, donc tu iras, vivre le mal que tu as fait ou tu iras, faire le bien parce que tu as fait le mal». Tu vois? Une vision d'équilibre, hein, évidemment, qui est aussi yin-yang dans la notion d'équilibre yin-yang, hein. Vous connaissez ce symbole de l'équilibre du tout dans le tout. Heu, je parlais pas des vies antérieures et de pourquoi on vient se réincarner, je parlais de la charge karmique. Elle a une influence quand, dans l'enfance ou dans le transgénérationnel, il y a une porte pour qu'elle ait de l'influence. Je pense que si on vient se réincarner, elles ont pas nécessairement d'influence. Notre karma n'a pas nécessairement d'influence, par nature, si tu veux. Par nature, je pense pas que nos vies antérieures aient une influence. Mais elles ont une influence à partir du moment où ces blessures-là, ces croyances, ces émotions, ces événements permettent enfin, ou permettent ou permettent au karma d'avoir une influence. C'est ma vision, en tout cas, du karma aujourd'hui. À ma vision, j'essaie de pas être dans ma vision égotique, mais dans la vision qu'on m'a expliquée, que quand je me suis connecté, on m'a expliqué, que quand je me connecte ou quand j'ai fait des séances d'hypnose, on nous a expliqué aussi que ce qu'on croyait du karma n'était pas forcément ce qu'on nous dit, et cetera, et cetera. Est-ce que j'ai réussi à faire passer mon idée? Oui, tu l'as reçue? Ça m'incroyable. Euh, voilà, oui, donc l'hypnose est un couteau suisse et c'est ce que j'aimerais vous conclure avec ça, ma petite présentation. C'est un stylo, c'est un outil et un outil, bah, c'est la façon dont vous allez chercher à l'utiliser et oui, il y a des gens qui peuvent, l'utiliser comme des thérapeutes, comme pour le bien, de leur clientèle, de leurs clients. Il y a aussi des dérives. Il y a aussi des dérives, que je vais pas juger et qui peuvent être utiles à certaines personnes à certains moments, mais qui peuvent, ben, je vais vous, dire que vous avez plein d'entités sur vous et vous avez été ça et voilà. Et je vais il y a des gens qui utilisent l'hypnose spirituelle comme un exorcisme moderne. D'accord? Donc par contre, là, je trouve, on retombe dans le paradigme religieux, qui est un paradigme du triangle dramatique, hein. Il y a des bourreaux, il y a des victimes et des sauveurs, hein. Il y a le Christ sauveur, il y a des bourreaux qui sont les démons et les diables et les entités, et puis il y a des victimes qui sont nous, les brebis égarés, donc c'est aussi, mon histoire qui me permet d'être un peu plus en décalage avec cette vision-là. Heu
Moi, je pense que toutes les présences énergétiques, celles qui sont présentes dans notre champ énergétique ou celles qui vont se présenter dans une séance, ont plein de choses à nous apprendre. Moi, je suis plus curieux et curieux. Je vous invite à être curieuse et curieux de leur présence, de ce qu'ils ont à dire, de ce qu'ils peuvent nous aider à comprendre sur la vie, sur nous-mêmes, plutôt que d'être dans le combat, parce qu'en général, c'est le combat qui est fatigant. Voilà. Si vous avez des questions sur mon parcours, peut-être pas, mais sur ma vision euh, de, de l'hypnose ou sur ce que j'ai dit. Si c'est pas à l'oral, ça peut être à l'écrit également plus tard.